Hey, comment ça va? Dans une charmante maison en pleine forêt, le géologue Ish mène une vie paisible. Un matin, il décide de visiter la carrière pour chercher de la pyrite et ignore un appel de sa mère en partant. Peu après, alors qu'il travaille, un serpent le mord soudainement à la main avant de ramper au loin. Désespéré, il attrape son téléphone, mais finit par le faire tomber en contrebas de la pente. Ensuite, il utilise un couteau pour faciliter l'accès et aspire le venin. Il court de retour chez lui, boit de l'eau et s'effondre sur son lit, mais il devient rapidement délirant. Quelques heures plus tard, Ish ne bouge plus et sa main est terriblement enflée. Il entend quelqu'un frapper à la porte et un hélicoptère dehors, mais il est incapable de bouger ou de parler. La nuit, il rampe jusqu'à la cuisine pour prendre plus d'eau, mais il est si maladroit qu'il renverse tout et doit boire à même le sol. Pendant ce temps, un message de sa mère arrive sur son téléphone. De nombreux jours plus tard, Ish se réveille en se sentant mieux et sa main est redevenue normale. Il nettoie sa voiture, monte dedans et tente de la démarrer plusieurs fois avant d'y parvenir. Ish conduit jusqu'à la ville et est surpris de trouver les rues désertes. Finalement, il arrête la voiture en découvrant un cadavre en décomposition sur le sol. Des véhicules militaires sont éparpillés partout et d'autres corps se trouvent à l'intérieur des voitures. Sur un panneau de signalisation, il lit qu'il y a eu une pandémie mondiale et que le gouvernement des États-Unis a été suspendu. Désespéré, il remonte dans sa voiture et allume la radio. Les informations alertent que le virus est hautement contagieux et mortel et que tout le monde doit rester chez soi. En arrivant chez sa famille, Ish est dévasté en découvrant que ses parents sont morts. Après avoir pleuré, il les enterre dans le jardin avec un baiser d'adieu sur le front. Après s'être reposé dans son lit d'enfance, Ish continue d'explorer la ville et découvre des dizaines de cadavres dans l'église. Il récupère un tas de provisions, y compris une arme, et se dirige vers le pont, mais il est bloqué. Frustré, il crie et prend une autre route en direction de Las Vegas, qui est aussi complètement déserte. Fouiller les bâtiments ne mène à rien, alors Ish décide de faire une pause dans un jacuzzi. Plus tard, il se rend dans un bar pour boire un verre, mais fait tomber son verre en sursautant à cause d'une voix. Ce sont Milton et Anne qui expliquent qu'ils sont immunisés et qu'ils sont restés coincés là au début de la pandémie. Milton a enregistré une annonce sur son téléphone et la montre à Ish qui apprend que le virus est nouveau et que personne ne sait d'où il vient. Les vaccins ont été inefficaces et les gens ont commencé à paniquer dans les rues. Finalement, le gouvernement a perdu le contrôle et le virus s'est propagé dans tout le pays. Soudain, Ish avoue que ses parents l'avaient prévenu d'une nouvelle maladie, mais il ne pensait pas que c'était si grave. Milton et Anne expliquent que toutes les nations se sont effondrées et qu'il ne reste probablement que quelques survivants dans le monde. Anne avoue qu'elle a vu ses filles et son mari mourir en plein appel vidéo. Alors qu'ils boivent, Ish sort pour prendre l'ascenseur, mais réalise qu'il n'a nulle part où aller et s'endort sur le sol. Le matin suivant, il trouve Anne en train d'essayer des vêtements de luxe dans un magasin. Ish se demande si être en vie a encore un sens et Anne lui répond que le fait d'avoir un cœur qui bat ne signifie pas qu'elle est vivante. Le trio prend le petit déjeuner et Ish apprend que la femme de Milton est morte à l'hôtel. Ish annonce qu'il va bientôt partir, ce qui attriste Anne qui quitte la table. Milton essaie de convaincre Ish de rester, expliquant qu'ils ont de la nourriture et un générateur. Il lui montre son arme et révèle qu'il a un accord avec Anne. Quand la nourriture viendra à manquer, ils s'effaceront. Quand Ish souligne que le pays possède encore des ressources pour survivre pendant une décennie, Milton lui demande pourquoi quelqu'un voudrait continuer à vivre après avoir perdu tout ce qu'il aimait. Avant de partir, Ish invite Anne à venir avec lui. Elle refuse, mais l'embrasse et Ish la repousse. En sortant, Ish entend 2 coups de feu. Furieux, il conduit dangereusement et manque d'écraser un chien, mais s'arrête à temps. Voyant cela comme un signe, il l'appelle Lucky et l'emmène avec lui. Ensuite, Ish se rend à la bibliothèque et prend tous les livres sur la survie qu'il peut trouver. Ne sachant plus quoi faire, il retourne dans son ancienne maison pour commencer une nouvelle vie avec Lucky. 1 an plus tard, Ish est toujours en vie. Il reste occupé avec des tâches et des exercices, mais sans qu'il perde la tête et ou parfois conduit en rond. Un matin, il entend Lucky aboyer et regarde par la fenêtre pour voir de la fumée au loin. Ish et Lucky montent immédiatement dans la voiture et roulent jusqu'à la ville, suivant la fumée jusqu'à une maison précise. Emma apparaît sur le toit avec une arme, mais elle l'abaisse lorsque Ish lui explique sa situation.
Elle l'invite à entrer et raconte qu'elle est arrivée il y a quelques jours, tout en partageant du thé et du pain. Ils s'entendent très bien, si bien que lorsqu'Ish tente de partir, Emma lui demande de rester pour la nuit. Le lendemain matin, Ish la convainc de venir vivre avec lui pour qu'ils puissent se tenir compagnie. Pendant qu'Emma explore la maison, Ish se débarrasse du nœud coulant qu'il avait accroché lorsqu'il se sentait désespéré. Emma remarque que des rats ont envahi le garde-manger et ils retournent en ville pour chercher des provisions. Dans le magasin, ils doivent ignorer l'odeur horrible provenant des cadavres et des rats. Les jours passent et Emma et Ish trouvent une nouvelle routine ensemble. Ils cultivent des légumes et pêchent pour se nourrir. En ville, les animaux errent librement dans les rues puisqu'il n'y a plus personne pour les en empêcher. Emma coupe les cheveux d'Ish et ils commencent à construire un poulailler, espérant démarrer une petite ferme. Avec le temps, leur relation devient intime. Lorsque la voiture d'Ish tombe en panne d'essence, il commence à remplir le réservoir en siphonnant d'autres véhicules abandonnés. Il installe également des panneaux solaires sur le toit de la maison. Un matin, Ish glisse du toit et tombe, se blessant à la cheville. Emma l'aide à rentrer et prend soin de lui, avouant qu'elle regrette de ne plus avoir d'autres personnes autour d'eux. Plus tard, alors qu'Ish dort, Emma regarde de vieilles photos de sa famille et pleure. Dès qu'il se remet, il retourne immédiatement au travail. Emma annonce qu'elle est enceinte et Ish panique, hésitant à faire naître un enfant dans un monde post-apocalyptique. Finalement, il part chercher des livres sur l'accouchement à la bibliothèque, où il y a encore des rats. Quelques mois plus tard, leur petite ferme prospère, avec de nombreux légumes et même quelques poules. Cependant, Emma souligne qu'elle a besoin de protéines et Ish accepte d'aller chasser. Il trouve un troupeau de vaches et, après beaucoup d'hésitation, tire sur l'une d'elles en s'excusant. Ensuite, il suit les instructions d'un livre pour la dépecer et récupérer la viande qu'il ramène chez lui dans une glacière. Quelques jours plus tard, Ish termine enfin l'installation des panneaux solaires et la maison a de l'électricité, ce qui leur permet de conserver la nourriture au frais. Emma interrompt ce moment de bonheur avec une mauvaise nouvelle. Elle a trouvé un rat énorme dans la cave. Elle a dû l'étouffer pour le tuer car les pièges n'étaient pas assez grands. Regardant par la fenêtre, ils réalisent que des centaines de rats ont envahi la ville et se dirigent vers leur maison. Ish comprend que les déchets attirent les rats, alors il court dehors pour les brûler pendant qu'Emma tire sur ceux qui s'approchent trop. Malheureusement, Ish doit aussi brûler le reste de la vache. Malgré leurs efforts, les rats continuent d'affluer et le couple se précipite à l'intérieur pour sceller toutes les portes, fenêtres et fissures. Emma verse une grande quantité d'eau de javel dans les toilettes. Soudain, ils entendent des gémissements et réalisent qu'ils ont oublié Lucky dehors, attaqué par les rats. Ish n'a pas d'autre choix que d'ouvrir la porte et d'attraper rapidement le chien avant de refermer. Cela ne dure qu'une seconde, mais quelques rats réussissent tout de même à entrer. Ish tente de tirer, mais il rate à cause de leur mouvement rapide, alors il commence à les frapper frénétiquement avec son arme. Ensuite, Emma soigne les blessures de Lucky. Cette expérience fait craindre à Ish de perdre Emma pendant l'accouchement. Emma finit par avouer qu'elle a déjà accouché de 2 filles sans complications. Elle a perdu toute sa famille le même jour à cause du virus. Quelques mois plus tard, l'infestation de rats est enfin maîtrisée grâce aux chats sauvages qui rôdent dans les rues. Le couple peut enfin rouvrir la maison et sortir à nouveau. Ce jour-là, Emma commence à ressentir des contractions et se prépare à accoucher. Cependant, elle découvre que l'épaule du bébé sort en premier. Ish veut prendre le livre qui explique comment gérer cela. Emma lui crie dessus et le guide pour repositionner le bébé afin que la tête sorte en premier. Cela permet à l'accouchement de se dérouler sans problème et ils deviennent les heureux parents d'une petite fille en bonne santé. Retrouvant espoir en l'avenir, Emma peint leur adresse sur un mur en ville, invitant d'éventuels survivants à les rejoindre. Cela fait 6 ans que la pandémie a commencé et Ish conduit seul lorsqu'il heurte accidentellement un lion. Il prend son arme et se prépare à l'achever, mais remarque quelqu'un l'observant depuis la forêt. Ish court après cette personne et tente de l'attraper. Mais la jeune fille se défend. Il recule, jurant qu'il ne veut pas lui faire de mal et expliquant qu'il a de la nourriture et vit avec d'autres survivants. La fille crie à nouveau et s'enfuit. Quand Ish retourne au camion, il réalise que le lion a disparu et que la fille l'a suivi. Elle accepte la pomme qu'Ish lui tend et monte à l'arrière du camion. Ish la ramène chez lui où il est clair qu'Emma et lui ont maintenant 2 enfants, Heather et Alex. Ils ont aussi accueilli 2 survivants
temps, George et Maureen et Emma est de nouveau enceinte. Tout le monde est amical avec la nouvelle venue, mais elle ne parle pas et ne quitte pas le camion, ce qui pousse Ish à conclure qu'elle souffre de stress post-traumatique. Cette nuit-là, la fille dort dans le camion. Le matin suivant, Maureen apporte le petit déjeuner à la jeune fille qui sursaute et fait tomber son assiette. Lorsque la fille attrape son poignet, Maureen remarque qu'elles ont les mêmes cicatrices et lui montre les marques sur sa poitrine. Elle lui offre aussi ses cheveux à toucher, gagnant ainsi sa confiance. Ensuite, Maureen raconte comment elle et George sont arrivés grâce à l'annonce sur le mur et convainc la fille de prendre un bain. Pendant ce temps, Ish et George explorent la forêt et trouvent 2 cabanes rudimentaires avec des tombes derrière. Et peu après, Maureen fouille les affaires de la fille. Il y a de nombreux dessins troublants dans un carnet et une lettre indiquant que son nom est Evie. Maureen l'appelle ainsi et la jeune fille réagit bien, acceptant des vêtements propres et une chambre pour dormir. Le soir, Maureen partage la lettre avec les autres. Elle a été écrite par la mère d'Evie qui suppliait celui qui la lirait de s'occuper de sa fille. Lorsque la pandémie a commencé, le père d'Evie a déversé sa colère sur elle et la mère malade était incapable de la protéger. Le groupe accepte d'accueillir Evie comme membre de la famille. Peu après, Emma donne naissance à un magnifique petit garçon nommé Joey. Un an plus tard, tout le monde passe une bonne journée quand l'alarme des intrus se déclenche. Après avoir laissé les enfants avec Maureen, Ish, Emma et George prennent leurs armes et partent enquêter. Ils rencontrent une femme armée nommée Molly et après quelques échanges, tout le monde accepte de baisser les armes. Molly présente ses amis Jean, Ezra et Raif et tous rentrent à la maison. Après les présentations, Maureen réalise que Jean est une musicienne célèbre. Le groupe vient de l'Oregon et explique qu'il est parti à cause d'une épidémie de grippe. Emma propose qu'il s'installe dans la maison voisine, mais Ish reste méfiant. Le lendemain, tout le monde se réunit pour aller chercher des provisions. Les enfants restent à l'escalier, restent à la maison et Ish insiste sur les règles de sécurité. Molly demande des médicaments, mais Ish répond qu'il n'y en a plus et qu'ils doivent se concentrer sur la nourriture. En ville, ils tombent sur un bison dans la rue. Ish ordonne au groupe d'ignorer l'animal. Ils se séparent pour chercher de la nourriture, mais Molly enfreint les règles et se rend à l'hôpital où elle découvre de nombreux cadavres en état de décomposition avancée. Jean récupère beaucoup d'alcool et Ezra trouve une guitare pour elle. Quand le groupe se retrouve pour partir, il remarque que Molly a disparu. À l'hôpital, Molly tombe sur un chien sauvage et utilise un extincteur pour l'éloigner. Ensuite, elle casse un cadenas avec l'extincteur, accédant à une réserve de médicaments. De retour, Ish la réprimande, mais se tait en voyant les médicaments. Ce soir-là, Jean joue de la guitare et chante autour du feu, tandis qu'Ezra raconte quelques blagues nulles. Après que tout le monde soit allé dormir, George partage son souvenir préféré avec Maureen et ils passent leur première nuit ensemble. Pendant ce temps, Jen s'enivre dans la cuisine. Le lendemain matin, Molly va la voir et Jen avoue qu'elle a trop bu parce qu'elle veut interrompre sa grossesse. Malgré la détresse évidente de Jean, Molly lui promet de ne rien dire à Ezra. Le temps passe et le groupe continue de vivre en paix. Le bébé de Jean naît en bonne santé et peu après, Maureen donne aussi naissance à un enfant. 14 ans après le début de la pandémie, tout le monde vit encore ensemble comme une grande famille et célèbre l'anniversaire de Heather. Ish amène souvent Joey à la bibliothèque, espérant lui transmettre son amour des livres. Un après-midi, Ish et Joey remarquent que le vent souffle fort et que la pluie commence à tomber. Alors, ils courent jusqu'à la maison. En s'assurant que tout le monde est en sécurité, ils réalisent que Loki a disparu. Ish part à sa recherche et est bouleversé en trouvant Loki mort sous un arbre tombé. Emma le rejoint rapidement et tous deux pleurent en tenant le corps du chien. Le lendemain, Loki est enterré dans le jardin. Plus tard, Ish regarde les enfants jouer quand, soudain, un puma apparaît dans les buissons. Ish crie aux enfants de courir et se jette pour les protéger. Le félin l'attaque, le blessant gravement. Après des années de silence, Ivy se met à hurler à l'aide. Bientôt, les autres adultes réussissent à secourir Ish et l'emmènent en urgence à l'hôpital. Molly est médecin, alors elle guide le groupe pour l'aider à soigner ses blessures. Elle doit pratiquer une réanimation cardio-respiratoire sur Ish pour le stabiliser avant de commencer à refermer ses plaies. Pendant ce temps, Emma part dans la forêt et lorsqu'elle retrouve enfin le lion, elle l'abat de plusieurs balles pour se venger. Quand Ish reprend enfin connaissance, Molly avoue qu'elle n'est pas médecin diplômé, mais juste une étudiante qui a abandonné la faculté. Malgré cela, Ish lui fait confiance. Bientôt, Ish peut à nouveau marcher et retrouve sa famille. Lors de la 17e année de la pandémie, Joey est devenu un excellent pêcheur, ce qui rend Ish très fier, mais
journée provoque la jalousie d'Alex. Raif et Heather sont désormais assez grands pour chercher des provisions seuls. En explorant des maisons, ils sont intrigués par plusieurs objets du monde d'avant. Ils s'entendent à merveille et finissent par commencer une relation amoureuse. Tous deux sont impatients de découvrir davantage le monde et après de longues discussions, leurs parents acceptent de les laisser partir. Les adolescents remplissent une voiture de provisions et d'armes pour garantir leur sécurité durant le voyage. Peu de temps après, Ezra remarque que les plantes sont anormalement sèches pour cette période de l'année. Dans la cuisine, Evie tente d'ouvrir le robinet, mais aucune goutte d'eau ne coule. Nerveuse, elle finit par casser la vanne. Une visite rapide au réservoir révèle que l'eau est épuisée à cause d'une sécheresse. De plus, les tuyaux sont rouillés et cassés en raison du manque d'entretien. S'il ne pleut pas bientôt, ils n'auront plus d'eau que pour une semaine et seulement s'ils rationnent. À cet instant, ils voient un véhicule passer et le groupe se précipite à l'intérieur au cas où ces nouveaux visiteurs seraient dangereux. Quelques minutes plus tard, Charlie et Perry apparaissent devant le portail avec une gourde pleine d'eau en signe de paix. Charlie explique que leur groupe a trouvé une foreuse au Nevada et depuis, ils creusent des puits. Ils sont prêts à partager ce savoir. Alors Emma finit par ouvrir le portail et les groupes partagent un repas. Ish accepte d'échanger tout son carburant en surplus contre un puits. Après le déjeuner, Charlie commence le forage. Tout le processus devrait durer environ 72 heures. L'après-midi suivant, Ish et Charlie partent chasser ensemble et Ish sursaute lorsque Charlie tire soudainement derrière lui pour tuer un animal. Charlie explique qu'il est un excellent tireur parce qu'il a eu beaucoup d'entraînement et pas seulement avec des cerfs. Plus tard, au dîner, Charlie montre ses cicatrices et fixe Evie du regard. Elle soutient son regard avec un malaise évident, ce qu'Ish remarque immédiatement. Le lendemain matin, Ish dit à Alex de ne pas aider Charlie avec le forage parce qu'il ne lui fait pas confiance. Mais Alex pense que son père est injuste et l'ignore. Ish tente de partager ses inquiétudes avec Emma, mais elle pense qu'il est paranoïaque. Un peu plus tard, Charlie a du mal à percer une couche rocheuse. Mais après beaucoup d'efforts, la foreuse traverse et la recherche d'eau continue. Ish observe comment sa famille s'entend bien avec le groupe de Charlie au point que tout le monde chante ensemble. Frustré et confus, Ish décide de marcher dans la forêt pour se vider l'esprit, mais finit par se perdre. Ce soir-là, Charlie partage ses cigarettes avec John, mais elle refuse l'alcool. Charlie devient insistant et ne recule que lorsque George sort de la maison. Pendant ce temps, Emma s'inquiète de la disparition d'Ish et commence à se préparer à partir à sa recherche. À cet instant, Ish revient enfin. Emma le réprimande pour avoir disparu sans prévenir et Ish admet qu'il est inquiet de ce qui pourrait arriver s'il trouve de l'eau. Le lendemain, la foreuse atteint enfin la profondeur nécessaire et l'eau jaillit du sol. Alors que tout le monde célèbre, Ish dit à Charlie de prendre le carburant et de partir. Mais Charlie affirme qu'il aime cet endroit bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Une fois le puits correctement installé, ils organisent une fête pour célébrer. Mais Ish reste inquiet. Emma demande à Perry où son groupe compte aller ensuite et Perry répond qu'elle ne sait pas, car Charlie aime beaucoup rester ici. Plus tard cette nuit-là, Ish entend une femme crier et découvre Charlie sortant de la cabane d'Evie, tandis que son ami Silas monte la garde. Charlie ignore les préoccupations d'Ish et retourne à sa caravane, où Perry est également en colère contre lui. Au même moment, Ish se rend à la cabane et trouve Evie en pleurs car Charlie a abusé d'elle. La famille d'Ish se réunit pour décider du sort de Charlie. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas simplement le chasser car il reviendrait probablement et qu'ils n'ont d'autre choix que de le tuer. Une discussion éclate, certains considérant cela comme de la légitime défense, tandis que d'autres y voient un meurtre. Ils décident de voter et tout le monde dit oui, sauf George qui change d'avis lorsque Maureen insiste. Et ensuite, Ish va voir Charlie et lui demande de partir. Lorsque Charlie refuse, la famille l'entoure et Ish lui assène un coup de marteau sur la tête. Quand Charlie s'effondre, Ish continue de le frapper violemment jusqu'à le tuer. Ezra doit l'arrêter, alors qu'Ish, hors de lui, répète en boucle « On devait le faire ». Plus tard, Ish tente de laver le sang du marteau, remarquant l'ironie du fait que ce sang appartient à celui qui leur a donné de l'eau. Emma console Ish en lui disant qu'il a fait ce qu'il fallait. Le matin suivant, le corps
corps de Charlie est jeté dans l'océan. La famille informe Perry que Charlie est parti, mais qu'elle et son groupe peuvent rester. Perry comprend ce qui s'est réellement passé et semble soulagée, car elle aussi a été victime de Charlie. Ensuite, ils annoncent donc au reste du groupe que Charlie est parti. Silas est furieux, affirmant que Charlie ne change jamais ses plans. Alors que le groupe d'Ish se prépare avec des armes, au cas où Silas réagirait, Corey commande qu'il est bon que Charlie soit parti et les autres membres de son groupe approuvent. Silas traite tout le monde de lâche et quitte la communauté. Quand Alex sort de la maison et demande ce qui est arrivé à Charlie, Ish lui répond qu'il est parti parce qu'il a blessé Ivy. Alex réagit mal à cette révélation. À ce moment-là, Silas revient et demande à rester, affirmant qu'il n'a nulle part où aller et rappelant qu'Ish a été le premier à défier le contrôle de Charlie. Cependant, Ish refuse de le laisser entrer, déclarant que Silas est également coupable pour avoir été complice de Charlie. 20 ans après le début de la pandémie, il est clair que la Terre se rétablit grâce à l'absence des humains. Joey et Corey ont travaillé dur et ont réussi à construire une version modifiée de l'avion de Leonardo da Vinci. Il nécessite encore quelques ajustements, mais ils espèrent pouvoir voler bientôt. Tout le monde est enthousiaste, sauf Alex qui ressent toujours de la jalousie. Le soir venu, Joey avoue qu'il ne se sent pas bien et Ish lui prépare un mélange de racines médicinales. Cependant, en pleine nuit, Joey entre dans la chambre de ses parents, couvert de sueur, avant de s'évanouir brusquement. Ish se précipite pour chercher Molly, mais découvre que Corey et d'autres membres du groupe sont également malades. Molly remarque que l'évolution est bien trop rapide pour un simple rhume et suspecte un lien avec le virus d'origine. Ish commence à se disputer avec elle sur la meilleure façon de réagir, mais ils sont interrompus par Perry qui arrive pour annoncer qu'elle aussi est malade. Bientôt, toute la maison s'organise pour aider Molly à s'occuper des malades. Toujours dans le déni, Ish veille sur Joey dans sa chambre et a une vision de Charlie en train de l'observer. Au fil du temps, Ish passe la plupart de ses heures aux côtés de Joey, ce qui agace Alex, qui a l'impression que son père ne se soucierait pas autant si c'était lui qui était malade. Un peu plus tard, Heather revient seule, annonçant que Rafe est mort. Voyant l'épuisement de ses parents, elle prend un tour de garde pour s'occuper de Joey. Peu importe le nombre de jours qui passent, Joey ne s'améliore pas et Ish commence à croire qu'il est puni par Dieu pour avoir tué Charlie. Désespéré, Ish décide de découper un trou dans la barrière du pont, juste assez grand pour lui et un vélo. Il parvient ainsi à traverser et atteint enfin la grande ville recouverte de végétation. Il court jusqu'à l'hôpital et après avoir forcé plusieurs portes, trouve de nombreux médicaments. Pendant sa recherche, il a une nouvelle vision de Charlie et continue d'être hanté par la culpabilité. Ish s'arrête dans la chapelle et supplie Dieu de prendre sa vie à la place de Joey. À la maison, Heather partage son périple avec les autres. Elle et Rafe ont conduit vers le nord, mais ils n'ont rencontré personne. Ils sont allés jusqu'à la plage et ont admiré sa beauté, mais les villes étaient abandonnées et en ruine. Un jour, ils ont vu des chiffres peints avec une flèche sur un bâtiment. Ils ont commencé à les suivre et ont trouvé les mêmes flèches sur d'autres bâtiments, des arbres et même des pierres, mais elles ne menaient nulle part. Ils ont alors décidé de passer quelques jours au sommet d'une montagne. Soudain, ils ont entendu un bruit et un homme étrange est apparu dans la forêt. Heather a essayé de le suivre, mais il s'est enfui. Quand le couple est retourné à la tente, l'homme est réapparu et a attrapé Rafe par derrière. Rafe a tenté de se défendre, mais l'homme a riposté en le poignardant avec un couteau. Furieuse, Heather a immédiatement lancé une hache sur lui, le tuant sur le coup. Rafe a juste eu le temps de dire adieu avant de mourir lui aussi. Après l'avoir enterré, Heather est rentrée à pied, sa voiture étant en panne. Et entendre cette histoire pousse John à recommencer à boire. Dès qu'Ish revient, il se met à préparer une transfusion sanguine, espérant transmettre son immunité à Joey. Heather le calme et lui conseille de ne pas prendre de décisions extrêmes trop rapidement. Elle lui suggère d'aller voir Molly qui a créé un nouveau remède à base d'if. Ish prend Joey et l'emmène voir Molly qui explique que le remède peut mettre plusieurs jours à agir. Comme Joey a une forte fièvre, Ish lui donne un bain d'eau froide. Quelques jours plus tard, tout le monde commence à se rétablir. Molly explique qu'il s'agit d'une variante du virus d'origine et qu'elle peut la traiter parce qu'elle est plus faible. Pendant ce temps, Corey demande à Heather de décrire l'homme qui a tué Raif et comprend qu'il s'agissait de Silas. Il doit maintenant décider s'il garde ce secret ou non. Malheureusement, le remède ne fonctionne pas sur Joey, qui prononce ses derniers mots à ses parents avant de mourir dans son lit. Ish
supporte mal la mort de Joey et part en voiture à toute vitesse, ignorant les inquiétudes de sa famille. Il trouve le panneau qu'Emma avait peint des années auparavant et le recouvre. Ensuite, il se rend à la bibliothèque et commence à jeter et détruire des livres dans un accès de rage. À la maison, ils enterrent Joey avec d'autres personnes qui n'ont pas survécu au virus et organisent une petite cérémonie funéraire. Plus tard, Emma trouve Ish à la bibliothèque, une allumette à la main. Elle lui rappelle que tout était déjà fini avant Joey, mais qu'il a encore des enfants et des amis pour lesquels vivre. Ces paroles le convainquent de rentrer, mais il ne sait toujours pas comment aller de l'avant. Quelques jours plus tard, Ish part en randonnée et découvre une magnifique vue sur un lever de soleil parfait, révélant ce que le monde est devenu. À son retour, il dit aux enfants qu'il avait tort de vouloir leur enseigner les leçons de l'ancien monde. Ish annonce qu'ils n'ont plus besoin de ces enseignements, car le monde dans lequel ils vivent maintenant est leur professeur. Un an plus tard, il se force enfin à entrer dans la chambre de Joey. En rangeant les affaires inutilisées, il découvre le journal de Joey. Le garçon voulait trouver plus de survivants, même si Ish n'était pas d'accord, et il avait commencé à concevoir un schéma pour une radio avec une antenne indépendante. Désireux d'honorer l'héritage de son fils, Ish annonce au groupe qu'ils ont un nouveau projet à réaliser ensemble. Finalement, la radio est terminée et l'antenne est installée au sommet de la maison. L'appareil fonctionne, mais pour l'instant, personne ne répond. Ish passe toutes ses heures éveillé à essayer différentes fréquences, espérant qu'un jour, quelqu'un lui répondra. Un après-midi, Emma le convainc de faire une pause et ils rejoignent un match de baseball improvisé avec des objets trouvés dans la maison. Ils passent une journée remplie de joie, mais Heather ne cesse de penser aux chiffres. Elle demande pourquoi le jeu de balle utilise autant de chiffres. Ish explique que dans l'ancien monde, les gens se souciaient énormément des statistiques, des mesures et des classements. En entendant cela, Heather se souvient des chiffres avec la flèche et Ish comprend qu'il s'agit d'une fréquence. Le groupe se précipite vers la radio et tente la séquence suggérée par Heather. Après quelques minutes de silence, ils reçoivent enfin une réponse. Une communauté de 77 membres se trouve à moins de St. Miles, dans un ancien parc national. Après quelques discussions, le groupe d'Ish invite ses survivants à rejoindre leur communauté. 50 ans après le début de la pandémie, un vieil Ish transmet son marteau au fils aîné de Heather. Il lui dit que sa dernière leçon est que les hommes et les femmes vont et viennent, mais que la Terre, elle, continue. Finissant ainsi Earth Abides, série de science-fiction de 2024, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.